Bonjour à toutes et à tous, merci de votre fidélité à ces ateliers de l'Université des Achats. Aujourd'hui, on va parler de l'électrification de la flotte automobile et on va se poser la question de savoir si les achats ont ou pas un rôle à jouer dans cette électrification. Quelque chose me dit que la réponse est oui, mais on va voir ça avec Alfred Richard, que je salue. Bonjour Alfred. Bonjour Gabi. Co-fondateur et PDG de Nelson Mobility, qui est une start-up qui accompagne l'électrification des flottes, qui a été créée il y a 2 ans. En fait, vous faites du sur-mesure dans la mise en œuvre de cette électrification dans les sociétés. C'est ça, on utilise notre expertise en data science pour les accompagner dans la planification et le déploiement de cette stratégie d'électrification. Et puis, avec vous, David Desbordes, qui est directeur du parc immobilier de SPI France. Alors, vous gérez donc 400 sites. Chez SPI France, il y a 19 000 collaborateurs, gros acteurs de tout ce qui est génie climatique, génie électrique dans le bâtiment, dans le tertiaire, etc. Et vous étiez un acheteur aussi juste avant. Oui, bonjour Gabi. Oui, j'étais précédemment effectivement un acheteur, directeur achat d'une des filiales de SPI France. Et à ce titre, collaboration avec Nelson dans le cadre de l'électrification de notre flotte. Bien, alors on va voir si vous avez été satisfait de cette collaboration notamment, mais on va surtout essayer d'abord de remettre en perspective l'enjeu de notre atelier. Pourquoi est-ce que vous avez choisi ce sujet? On comprend bien le lien avec votre métier, avec votre activité, mais en quoi ce sujet est-il majeur aujourd'hui? De notre point de vue, aujourd'hui, cette décarbonation, elle a clairement été lancée, notamment par les grands groupes qui se doivent d'avancer. Et on a des clients qui sont demandeurs, des investisseurs qui sont demandeurs. Parfois, c'est même en interne, ça peut être la réglementation. Et pour beaucoup d'entre elles, la flotte représente parfois plus de 50 ou plus de 70% des émissions. Donc on se retrouve très vite à devoir faire des efforts sur sa flotte automobile. Parfois, elle peut être reliée au métier. Et donc aujourd'hui, on est contraint d'électrifier sa flotte et tout le monde avance assez doucement. Il faut réussir à transformer ça en une vraie opportunité. Et pour ça, ça demande de convaincre des conducteurs, de découvrir un nouveau sujet, de changer le métier de gestionnaire de flotte. Et la flotte, elle est souvent rattachée aux achats. Donc ça leur demande d'adopter une nouvelle posture de leadership sur ces sujets-là. Et donc nécessairement, il faut être accompagné, il faut collaborer en interne. Et les acheteurs ont pour le coup un énorme impact dans la décarbonation à avoir sur ces sujets de flotte automobile. On va essayer de le démontrer. Donc on a plein de questions. Le véhicule électrique est-il vraiment la solution? Pourquoi est-ce que ça va aussi lentement? Vous avez ouvert quelques pistes. Qui sont les plus réticents? On va se poser toutes ces questions, on va essayer d'y répondre. Mais d'abord, le chiffre du jour. Alors, qu'est-ce que vous avez choisi comme chiffre du jour? Vous avez choisi 3%. Pourquoi 3%? Qui répond? 3% parce que dans ce qu'on constate aujourd'hui dans les entreprises et dans les flottes avec plus de 100 véhicules, c'est la part de véhicules électrifiés du parc des entreprises aujourd'hui. Alors qu'on parle quasiment tous les matins à la radio et partout dans cette industrie de l'automobile de cette électrification. Donc les entreprises vont aujourd'hui encore un peu doucement. Certaines montrent l'exemple plus que d'autres. Mais il faudrait qu'on passe à l'échelle plus vite parce que c'est une véritable solution pour décarboner son activité. SPI France, vous en êtes où dans ce... On en est aujourd'hui un petit peu au-dessus puisqu'on est à peu près à entre 13 et 15% de notre flotte qui est aujourd'hui électrique et avec comme ambition à horizon 2025 d'atteindre les 30% à 35% de notre flotte en électrique. Et là, sur le renouvellement de la flotte, vous êtes à quel rythme? On est aujourd'hui à peu près entre 60 et 70% des véhicules qui sont renouvelés en électrique aujourd'hui. C'est la part la plus importante, bien sûr, sur toute typologie de véhicules. On parle des véhicules de fonction, des véhicules de service ou des véhicules de nos collaborateurs techniciens qui sont amenés à travailler sur toute la France. Bien, allez, on va procéder comme on le fait toujours dans ces ateliers, par questionnement, et on appelle ça naturellement la FAQ. Allez, première question, elle va s'afficher à l'écran. Quelle part représente la flotte dans le bilan carbone d'une entreprise? Donc, quelques chiffres clés qui répondent. Je vais bien répondre. Aujourd'hui, la part de la flotte est à peu près 98% des émissions de gaz à effet de serre d'une entreprise comme SPI.
Le reste va être l'immobilier et les choses à côté, mais 98% de nos gaz à effet de serre et de notre scope 1, scope 2 est représenté par la flotte aujourd'hui. Ah oui, donc là, on voit bien qu'il y a un enjeu majeur. Chez vos clients, c'est à peu près, c'est pas toujours les mêmes proportions. Non, c'est pas toujours les mêmes proportions, mais pour autant, ceux pour lesquels c'est le plus gros sujet, ceux qui sont le plus avancés dans leur électrification, qui doivent passer à l'échelle, elles ont souvent plus de 50% de leurs émissions portées par la flotte, parce que c'est là qu'elles peuvent vraiment agir. Elles ont la main là. Voilà, on a des labos pharma avec lesquels on travaille, mais c'est aussi pour des raisons d'image qu'ils vont avancer plus vite, mais leur gros du scope 1, scope 2 n'est pas nécessairement... C'est ce que j'allais dire. Dans le scope 1, scope 2, vous connaissez tous ça, hein, les acheteurs qui êtes derrière votre écran, scope 1, scope 2, scope 3. Sur les deux premiers scopes là, la part de la mobilité est... Notamment pour les entreprises qui ont des grosses activités de production et qui vont installer. Et donc, par exemple, leurs installations pour une boîte de télécom, ça va être chez le client. Et donc, leur part de bilan carbone, elle est portée par leur déplacement pour opérer et maintenir ces installations. Question suivante. Alors, qui vous pousse à avancer? Est-ce que c'est la réglementation, les clients ou les COMEX? En d'autres termes, quels sont les moteurs, hein, les vrais leviers pour accélérer ou mettre en œuvre tout simplement une électrification de la flotte? Je vais dire les trois, puisqu'aujourd'hui, on a un groupe comme SPIE a des engagements de son comité exécutif, hein, qui a pris comme engagement de réduire de 25% ses gaz à effet de serre, ses émissions de carbone à horizon 2025. Après, on a nos clients, puisque un acteur comme SPIE est un acteur de la transition énergétique. Donc, on se doit d'être les premiers de la classe aussi de ce côté-là vis-à-vis de nos clients. Et puis après, il y a les collaborateurs aujourd'hui, puisque nos collaborateurs, malgré les difficultés qu'ils peuvent rencontrer parfois, et on en parlera un petit peu plus tard sûrement, à recharger leur véhicule, sont demandeurs d'un passage au véhicule électrique. Donc on a ces trois composantes qui font que l'ensemble du marché nous pousse à aller vers une électrification forte. Alfred, la réglementation est contraignante? Elle l'est de plus en plus. Il y a des évolutions réglementaires en cours. Donc tout ça, c'est régi par la loi d'orientation des mobilités. Celle-là, elle a des clauses qui vont directement s'appliquer pour les entreprises. On a des réglementations industrielles globales qui portent sur le taux d'émission des constructeurs automobiles en sortie d'usine. Donc ça va tirer le marché vers l'électrique. Et pour les entreprises, aujourd'hui, il n'y a pas de sanctions en place. Ah oui. Donc nécessairement, ça va ralentir le rythme de certains qui doivent respecter un quota. On parlait de 60% pour SPIE. Aujourd'hui, les taux qui sont demandés, c'est 20% des renouvellements. Donc c'est 20% de 25% de son parc. Donc aujourd'hui, c'est peu. Pour autant, ça demande déjà d'aller trouver des premiers candidats. Et les réglementations qui sont en cours, il y a des propositions de loi qui sont en train d'être étudiées pour mettre en place des amendes, retirer l'hybride rechargeable et augmenter les quotas. Donc il y a clairement... Retirer l'hybride rechargeable. Tout à fait. On considère aujourd'hui qu'elle n'est pas une bonne solution. On considère que c'est pas une bonne solution. Quand on regarde les rapports de la Commission européenne, ça fait plus de 200% d'émissions réelles par rapport aux émissions qui sont annoncées. Donc en fait, c'est tiré par les mauvais élèves qui vont, par exemple, jamais recharger leur véhicule et donc finalement vont conduire un véhicule thermique qui pèse 400 kg de plus. Ouais. Et donc là, c'est assez aberrant. Il y a des usages pour lesquels ça fonctionne, mais aujourd'hui, il est clair que pour décarboner, il faut éviter... L'expérience montre qu'il faut éviter ça. Un dernier mot, le COMEX, dans votre question, là, il faut qu'on soit poussé par la direction, c'est ça? À nous, c'est clair qu'on voit une énorme différence quand il y a un sponsoring qui est apporté par des personnes du COMEX, quand c'est tiré par le haut, qu'il y a des gros objectifs d'image, parce qu'il y a une notation ESG dans les appels d'offres clients, parce qu'il y a une besoin de se certifier SBTI, par exemple. Là, tout de suite, ça devient un sujet plus stratégique et donc ça va descendre de manière plus forte. Parfois, il peut y avoir vraiment des ralentissements. On enchaîne. Question suivante. Quelles sont les parties prenantes internes impliquées dans la stratégie de verdissement du parc? Vous allez me parler des achats, forcément. En premier lieu, les achats, effectivement. En deuxième lieu, les gens de la flotte. Mais en troisième lieu aussi, nos équipes au quotidien. Mais bien sûr, les acheteurs, parce que les acheteurs sont moteurs dans cette démarche-là. C'est des gens qui vont sourcer, et c'est les acheteurs qui sourcent les véhicules électriques aujourd'hui. C'est les acheteurs aujourd'hui qui permettent de aussi trouver les infrastructures de recharge, que ce soit aussi bien sur nos sites SPIE, en faisant et en achetant des bornes pour recharger les véhicules, ouais. Mais c'est avant tout les acheteurs qui vont sourcer les véhicules électriques et qui permettent d'avoir ce qu'on appelle des car policy ou des car policy, oui, qui permettent d'avoir des car policy attrayantes pour les collaborateurs.
On va enchaîner la question suivante parce que finalement, elle va nous permettre de progresser. Quels sont les plus gros freins à la décarbonation de la flotte? Le chiffre que vous avez proposé comme chiffre du jour, 3%, signifiait très clairement que il y avait des freins puisque ça va très lentement. Alors, c'est quoi les freins? Ce sont les utilisateurs qui rechignent dans l'entreprise? Ça peut être ça dépend pas mal des architectures à l'intérieur des entreprises. Nous, on finit par le décliner en trois enjeux, ce problème. C'est d'abord que passer à l'électrique, c'est contraignant, parce que l'autonomie, elle peut directement empêcher Robert de faire son métier. S'il est bloqué une demi-journée toutes les 2 semaines et qu'il peut pas intervenir sur le terrain, ça met en péril l'activité de l'entreprise, donc il faut s'assurer qu'il y a un maintien de l'activité. Passer à l'électrique, c'est assez complexe quand même, parce qu'on demande à des gestionnaires de flotte de comprendre ce que c'est que le kilowattheure, comprendre ce que c'est qu'une infrastructure sur site à 22 kilowatts AC. Donc en fait, finalement, il y a des nouveaux sujets, et puis c'est complexe aussi parce qu'il faut trouver les conducteurs parmi l'ensemble du parc. Et enfin, passer à l'électrique, ça implique de superviser une nouvelle structure de coûts, parce que les véhicules électriques sont plus chers au loyer. La plupart du temps, c'est du leasing automobile. Donc les loyers sont plus importants, et les prix de recharge sont censés être plus intéressants, mais qu'on se recharge du domicile à l'itinérance, donc sur la voirie ou l'autoroute, il peut y avoir un facteur 7 de différence de prix entre les deux recharges. Donc nécessairement, il faut éviter une explosion des coûts, garantir le maintien de l'activité, et s'assurer de suivre un écosystème qui est en perpétuelle évolution. Et donc, c'est clairement ça les gros freins qu'on identifie aujourd'hui. Rajoutons à ça la couche organisationnelle, RH, opération, DAF, achat, qui sont dans cette boucle-là pour construire les groupes de travail. Donc, s'il y en a un qui est réticent, ça met le frein à main, si je puis dire. Vous vous retrouvez dans ces explications? Je me retrouve pleinement dans ces explications. Effectivement, le gros frein, effectivement, on est sur des véhicules électriques qui sont aujourd'hui en plein changement. On est des véhicules qui étaient autonomes à 200 km, qui passent à 500 km et qui seront peut-être à 600, 700 demain. Donc, des véhicules qui évoluent très rapidement dans le temps. Donc, celui qui avait son véhicule à 200 km et qui a son collègue qui reçoit celui à 500 km aujourd'hui, on peut comprendre que... Oui, pourquoi moi et pourquoi je suis parti passer il y a 2 ans. J'ai été précurseur et j'ai été volontaire pour passer. Donc on est avec beaucoup d'inconnus aussi sur le prix du kilowatt. Ouais, on a beaucoup de sujets là-dessus, effectivement, le prix du kilowattheure. Alors, il est à peu près maîtrisé quand on recharge sur nos propres sites. Et SPIS, c'était 400 sites en France, donc on sait à peu près comment on recharge et à quel prix on recharge. Mais dès qu'on se retrouve effectivement sur l'autoroute, en ville, on peut passer effectivement de 1 à 7. Et là, pour une société, avoir un point d'interrogation sur ce qui va lui tomber dans son PNL au fil de l'eau, c'est pas un mode de fonctionnement habituel. Donc, juste une parenthèse, après on reviendra. Vous gérez ça avec Nelson? C'est la raison de création de notre société, c'est justement ces problèmes-là. L'idée étant de réussir à arriver à une granularité fine pour dire Robert, sur l'année passée, il n'a jamais dépassé les 200 km en une journée, et les 10 fois où il l'a fait, donc les 10 fois où il aurait dû se recharger en cours de journée, il aurait trouvé une solution de recharge à moins de 100 mètres de son intervention, où il aurait pu se recharger sur site à 15 centimes. Et donc on va réussir à budgétiser les coûts au kilowattheure, accompagner le dimensionnement des infrastructures sur site qui doivent être installées, parce que c'est essentiel de bien maîtriser l'œuf et la poule, les voitures et les bornes. Et évidemment aider à identifier les collaborateurs qui sont électrocompatibles. Et ça, il faut le faire de manière très fine. Et aujourd'hui, juste prendre le fait que Tanguy a fait 30 000 km en un an, c'est pas du tout suffisamment fin quand il y a des risques métiers et des risques de coûts importants associés. Donc il y a clairement besoin d'accompagnement. Et donc c'est un peu en ce sens qu'on a créé notre aventure. Question suivante. Peut-on espérer un retour sur investissement dans la transition écologique? On parle bien de la flotte, pas la transition écologique au sens large. Alors est-ce qu'on peut s'y retrouver ou pas? Alors, on doit s'y retrouver, à bémol près, effectivement, de ce que je vous disais tout à l'heure, la recharge en itinérance qui peut être un facteur problématique. Mais oui, aujourd'hui, effectivement, on va retrouver dans les véhicules des véhicules qui sont plus chers à l'achat ou à la location, mais à un prix de l'électricité qui est beaucoup plus bas que le prix du carburant. Alors, effectivement, le prix du carburant, est-ce qu'il changera dans le temps? Je ne sais pas le dire aujourd'hui. Mais aujourd'hui, est-ce que les taxes associées à ce prix du carburant ne vont pas exploser aussi, puisque en parallèle, on va avoir les taxes sur les carburants fossiles qui vont diminuer, donc il va bien falloir rapporter de l'argent à l'État quand même. Exactement. Donc il va falloir suivre ça de près. Mais oui, aujourd'hui, le retour sur investissement, il se fait, il se fera.
aux conditions actuelles et aux conditions futures. L'histoire est écrite comme cela et on est dans la bonne direction. Un mot là-dessus ? En fait, dans tous les cas, c'est clair que pour espérer une adoption à l'échelle de ces nouveaux usages, de cette électrification, il faut pouvoir concilier ça avec une rentabilité économique. Sinon, on va forcément avoir un certain nombre de personnes qui vont avoir des œillères et clairement ralentir et considérer qu'il est urgent de ne pas se presser. Oui. Donc, il y a des efforts pour réduire le coût des véhicules. Et ensuite, ça veut simplement dire qu'il faut prendre les bonnes décisions au bon moment et rationaliser un peu ce qui peut se passer. Parce que c'est pas évident de s'assurer que chaque passage à l'électrique va être rentable. Et donc, en ce sens, aller trouver le moyen d'avoir le plus faible prix au kilowattheure demain, d'avoir trouvé le bon conducteur, d'avancer progressivement dans ces renouvellements, c'est pas évident. Et aujourd'hui, on peut pas arriver devant n'importe quelle flotte et dire « je suis convaincu que votre TCO, le coût total de possession de la flotte va être moins cher à l'électrique ». Alors, c'est pas comme ça qu'on convainc nos prospects, typiquement. Alors, c'est la question suivante, justement. On peut aborder comment bien contrôler les coûts liés à la transition électrique. On a donné des éléments de réponse jusque-là. Comment on peut compléter ça ? Vous avez parlé de ce total cost ownership, c'est ça ? C'est le coût global. Qu'est-ce qu'il faut retenir de ça ? Le TCO, le total cost of ownership, c'est le coût total de possession, c'est la métrique clé dans la gestion de flotte. Un véhicule qui prend en compte l'ensemble des coûts qu'on va avoir pour un véhicule. Aujourd'hui, les véhicules, ils sont en leasing et donc c'est la location, c'est l'assurance, c'est l'entretien, c'est les coûts d'énergie également. Et donc aujourd'hui, l'idée, c'est de réussir à justifier le fait que le TCO électrique va être intéressant. Sauf qu'il faut aussi parler de total cost of mobility, parce qu'il n'y a pas que des véhicules. Et puis quand il y a des investissements sur des bornes de recharge, ça rajoute un coût supplémentaire. Donc il faut le prendre en compte avec des amortissements qui sont différents. Donc si j'investis dans une borne à domicile, j'espère la rentabiliser sur 2 ans. Et donc ça change un peu l'architecture pour le véhicule. Et donc si on veut avoir cette vue d'ensemble, il faut intégrer un peu de CAPEX dans la projection de ce TCO. Dites-moi, c'est un enfer pour vous, là, de calculer tout ça. Avant, c'était beaucoup plus simple. Hein. Avant, c'était très simple et les données existaient depuis des millénaires. J'exagère un petit peu, mais depuis très très longtemps. Aujourd'hui, on est avec des nouvelles données qu'on ne maîtrise pas forcément. On parlait des bornes de recharge. Si je prends l'exemple de Speed, nous, c'est 1500 bornes à déployer sur nos sites avant la fin de l'année 2025. Donc, c'est un investissement. Avant 2025, 1500 bornes. Oui, tout à fait. Et on en a déjà à peu près 500 ou 600 déjà déployés sur nos propres sites. Donc, si on veut répondre à nos collaborateurs, puisqu'il faut pas les laisser sur le bord de la route et leur permettre de se recharger, c'est un investissement non négligeable. Donc oui, on parlait de retour sur investissement. C'est des points qu'on regarde de près. Et c'est pour ça qu'on a travaillé avec Nelson aussi sur la prédictibilité de nos données. C'est la question suivante. Est-ce que la technologie et les startups peuvent permettre vraiment d'accélérer ? Alors vous allez dire oui, si vous imaginez. Non. Bon, en tout cas, c'est le souhait qu'on a. Nous, quand on a créé cette aventure, on a voulu s'impliquer dans les enjeux de transition énergétique et le faire avec les gros acteurs qui pèsent sur la balance de l'empreinte carbone, quitte à accepter le fait qu'il y ait une grosse inertie au changement et à l'adoption de nos solutions. Donc, à nous d'être patients, de mettre en place les bonnes premières briques pour qu'il y ait des choses qui aient lieu avant d'être complètement à tombeau ouvert et tout azimut sur ce qu'on peut faire avec les grands groupes, parce qu'on sait que c'est pas forcément comme ça que ça fonctionne. Donc il faut trouver le bon problème à résoudre. Et par exemple, c'est où est-ce que j'installe les 1500 prochaines bornes pour optimiser le nombre de passages sur site par rapport aux infrastructures qui sont là, pour que chaque point de charge qui est installé soit utilisé à son maximum. Et donc ça, on répond à un vrai besoin et à un vrai enjeu, au même titre que conduire le changement. Donc c'est progressif. Nous, on a mis du temps avant de pouvoir lancer des premières choses. Donc voilà, c'est aussi à nous de découvrir tout ça. Et donc le parallèle qu'on emploie de temps en temps, c'est l'hirondelle et le rhinocéros. On se doit, nous, de s'appuyer de temps en temps sur des rhinocéros. Et je pense qu'on est pertinent pour aller cueillir à droite à gauche aussi plein de choses. Simplement, il faut aussi être le plus pragmatique possible. Et il faut trouver les bons acteurs avec lesquels discuter. On m'a souvent dit de jamais travailler avec les acheteurs. Et aujourd'hui, je trouve que sur le sujet flotte, le contraire fonctionne bien. Ce sont vos interlocuteurs, les acheteurs ? Ils sont nécessairement dans la boucle très vite. Et donc, nous, on fait le maximum pour bien comprendre ce métier-là. Moi, je trouve ça intéressant de voir. Quand vous allez démarcher une entreprise, vous allez à la rencontre des acheteurs d'abord ou pas ? Alors, ça dépend justement. C'est là que dans l'organisation de chacune des entreprises, comme le sujet se structure, c'est jamais forcément la même chose. Mais très souvent, c'est la direction de la flotte. La direction de la flotte, elle est très souvent rattachée aux achats. Donc, le leadership et la prise de décision se trouvent aux achats. Question suivante. Cette fois, on va se tourner vers vous. Comment appréhender la relation avec les startups ? Quels risques dans la collaboration
avec les grands groupes? Parce que, bon, au-delà de l'âge, c'est une donnée incontestable, mais ils ont d'autres modes de fonctionnement. Comment ça marche entre SPIE France et des startups? Effectivement, ça a été, alors ça a très bien marché, et ça s'est très bien passé, c'est pas le sujet. Mais effectivement, nous sommes sur des cycles de décision qui sont plutôt un peu plus longs et qui sont liés potentiellement à l'inertie des grands groupes. Nous, on est 19 000 collaborateurs, je disais 10 000 véhicules sur le parc, donc à électrifier. Non, ça se simplifie et ça se généralise de plus en plus. Je dirais que passer d'acheteur, parce que j'ai quand même 15 ans d'achat derrière moi, travailler avec des startups il y a 15 ans, c'était pas si simple que ça. Aujourd'hui, les choses se sont bien simplifiées. On y trouve un intérêt commun parce que leur agilité, leur façon de voir les choses, la différenciation qu'ils peuvent amener, et pour nous aider à convaincre nos gens en interne, que ce soit les équipes achats, les équipes flotte, on parlait, mais aussi nos équipes purement opérationnelles, les managers qui ont leurs équipes à gérer. On s'appuyait sur Nelson et des gens comme Nelson pour pouvoir nous accompagner dans cette démarche qui est plutôt une démarche innovante, parce que dire à des gens, tu passes d'un modèle à un modèle, et ta vie va potentiellement être un peu différente dans ta façon de travailler au quotidien, parce qu'il va falloir que tu t'arrêtes peut-être un quart d'heure de plus pour recharger ton véhicule, alors qu'avant tu mettais 5 minutes pour recharger à la pompe. Donc c'est tous ces changements-là, et c'est des sociétés comme Nelson qui nous ont accompagnés et qui nous aident à accompagner ce changement-là. Alors, autre question, c'est la suivante qui est importante, elle est en lien direct. Parce que ce changement, il n'est pas à sens unique. Faut-il former davantage les acheteurs aux enjeux de la décarbonation ? Parce que c'est une nouvelle culture qui arrive. Vous le ressentez, ça ? En tout cas, je ressens qu'il y en a qui ont plus pris le sujet à cœur que d'autres, que peut-être ont été plus formés en interne parce qu'il y a eu une vraie volonté d'avancer, de dire en fait on va confier aux acheteurs le scope 2 du bilan carbone de l'entreprise parce que c'est eux qui gèrent tous les fournisseurs avec lesquels on travaille. Et donc, en ce sens, certains sont vraiment montés en compétence sur le sujet. Tout à l'heure, on le disait, comprendre ce que c'est que kilowattheure, c'est essentiel, puissance, énergie, c'est essentiel pour avancer. C'est pas au cœur des budgets des acheteurs initiaux. Donc, il y a plein de sujets nouveaux. Ça demande de la collaboration interne. Donc, il y a certaines entreprises qui se forment. Vous l'avez fait, vous ? Donc, Alors oui, nous, on a formé nos 110 acheteurs à ce qu'on va appeler l'achat durable ou à la RSE. On a écrit notre propre programme de formation en collaboration avec un organisme externe, et puis on a effectivement formé les acheteurs à cette démarche-là. On a formé aussi ce qu'on appelle nos approvisionneurs, c'est-à-dire les gens qui passent les commandes pour qu'ils puissent aussi s'acculturer à cette démarche-là, et c'est primordial de l'avoir fait parce que les achats ont souvent été, comme beaucoup d'entreprises où je suis passé, les leaders de l'innovation. Donc on voulait qu'ils soient aussi les achats sont devenus les leaders de l'innovation. Si on faisait preuve un peu d'humilité, s'il vous plaît. Alors, on va enchaîner, parce que le temps passe, avec la séquence suivante qu'on a introduite cette année dans les ateliers. On vous a dit, tiens, est-ce que vous pouvez demander à un partenaire, un client, un prospect, de vous interpeller. Alors, il prend son téléphone, il se le met devant comme ça, il vous pose une question et on essaiera d'y répondre après. Vous avez donné la parole à Luca Batocchi, c'est ça ? Exact. Il est acheteur de la flotte chez Equans. Donc, on va l'écouter et après, on essaiera de répondre à son interrogation. Bonjour, je m'appelle Luca Batocchi, je suis actuellement à la direction des achats du groupe Equans sur la partie flotte automobile et achat indirect. J'ai procédé à l'électrification des flottes de véhicules dans plusieurs groupes, notamment ceux de Colas et d'Equans. Les enjeux d'adoption sont effectivement importants. On se rend compte que c'est pas qu'une question de budget, mais c'est aussi un enjeu RH auquel les acheteurs d'aujourd'hui doivent se confronter. Ma question pour vous est donc la suivante. Comment les acheteurs doivent-ils se positionner par rapport aux conducteurs, notamment quand il s'agit d'électrifier sa flotte VU ? Je vous remercie. Merci pour cette question. Alors, comment se positionner par rapport aux utilisateurs, c'est ça ? Ouais. La question ? Oui, il me semble.
Je dirais, comme d'habitude pour les achats, être force de proposition et être convaincant vis-à-vis des utilisateurs. Comment on se positionne? On se positionne avant tout comme les gens qui fournissent les véhicules, mais qui aussi accompagnent au changement. Je pense que c'est ça dans la question de monsieur, c'est de se dire comment les achats peuvent accompagner les différentes fonctions internes d'une société. On a parlé des RH, on parle de la finance, on parle de tous ces gens-là, et comment on peut les accompagner effectivement dans cette démarche-là, et on doit les accompagner dans cette démarche-là. Je pense qu'effectivement, on est au cœur de toute la problématique. À un moment, il faut aussi trancher, il faut y aller. Ouais, c'est pour ça que je trouve que c'est intéressant de regarder l'ADN véhicule utilitaire, où en fait, il y a cette culture de trancher plus vite, d'arbitrer plus vite pour le métier, mais c'est aussi, ça peut être l'occasion d'arbitrer plus vite sur on fait rien. Parce qu'en fait, si c'est trop complexe et qu'on se doit d'arbitrer parce que c'est une activité terrain, c'est pas la même chose. Et donc, les acheteurs côté flotte ont une relation directe avec ceux qui choisissent leur véhicule, les cadres et les véhicules de fonction. Sur le véhicule utilitaire, c'est le métier qui décide pour les acteurs qui sont sur le terrain. Et donc là, tout de suite, on va demander aux gestionnaires de parc et aux directeurs des achats d'être très proactifs dans la communication avec les acteurs opérationnels du terrain. Et ça, c'est assez nouveau, parce que ça demande de donner des grilles de lecture, de faciliter la communication, d'aller voir les managers, les patrons de PNL qui sont souvent réticents à certains gros changements. Donc sur les véhicules utilitaires, il faut trouver les bonnes manières de faire et bien faire communiquer tout le monde. Et c'est le défi de demain, puisque on va devoir taper dans le dur maintenant sur cette électrification. Si on a touché les 10 premiers %, on n'a encore touché que à des cas très simples. Et taper dans le dur, c'est taper sur les fonctions métiers et passer à l'échelle. Et ça, j'ai hâte de voir comment les entreprises vont s'en sortir. Bien, on va se résumer, si vous voulez bien. C'est la séquence en bref. Le principe, il est tout simple. Imaginons qu'on vous dise, allez, tu as 30 secondes pour me résumer ce qui vient de se dire en 30 minutes. Qu'est-ce que vous répondez ? Je dirais qu'il faut y aller maintenant. On n'a plus le choix. De toute façon, aujourd'hui, les achats et puis la flotte et l'immobilier, puisque je représente aussi l'immobilier, sont au cœur de tout ça. Donc aujourd'hui, les véhicules électriques et la décarbonation sont au centre du jeu des sociétés. Donc je pense que c'est un sujet qui est aujourd'hui pris par l'ensemble des grands groupes. Et aujourd'hui, je dirais que le plus dur du chemin qui reste à faire reste quand même et toujours l'accompagnement des gens à ce changement. Comme dans tout changement, on est face à un changement climatique, on est face à une transition énergétique de plus en plus forte, que ce soit dans l'immobilier, dans la flotte ou tous ces domaines-là. Donc de toute façon, aujourd'hui, c'est inscrit dans le marbre. Donc on est obligé d'y aller, on doit y aller. Et il faut y aller. 30 secondes. Moi, je compléterais par le fait qu'on a évoqué qu'il fallait réussir à prendre des décisions pour y aller, justement, donc pour passer d'une phase un peu de planification à une phase de déploiement, parce que c'est comme ça qu'on va vraiment pouvoir tangibiliser l'impact de ce qu'on fait. Et donc, ça veut dire trouver les bonnes personnes, et ça veut dire trouver les bons sponsors aussi en interne avec les bonnes directions pour que les choses puissent avancer plus vite. On a parlé de l'inertie, mais on a des exemples, et on l'a mentionné, d'entreprises qui arrivent à passer à l'échelle. Donc le dernier point, ça pourrait aussi être d'encourager le partage entre pairs. On l'a pas directement mentionné pendant l'échange, mais je pense que comme il y a du changement, il faut clairement faire animer une approche par filière. Tout à fait, soit par filière en interne, soit entre deux entreprises. Enfin, partager les bonnes pratiques. Tout le monde se pose les mêmes questions et tout le monde redémarre à zéro à chaque fois. Donc en ce sens, l'accompagnement, le partage entre pairs, ça peut permettre à chacun d'envisager cette phase de déploiement un peu plus vite qu'il ne le pense. L'homme ne voit le changement que dans la nécessité et ne voit la nécessité que dans l'urgence. Il y a urgence, donc allez-y et pourquoi pas avec une start-up. Ils sont convaincants quand même ces jeunes-là, non ? Allez, vous savez que cet atelier peut être revu en replay si vous avez loupé la première diffusion. En tout cas, nous, on a pris beaucoup de plaisir. On a le sentiment d'avoir évoqué un sujet qui est absolument d'actualité et qui doit intéresser tous les acheteurs qui sont avec nous. Que la journée vous soit douce.